Bienvenue sur Cardio Online pour ce cinquième épisode de la série des programmes La SFC répond à vos questions. À propos des recommandations de l'ESC sur la prise en charge de la fibrillation atriale, je suis Guillaume Bonnet, je suis un cardiologue du CHU de Bordeaux. J'ai le grand plaisir de recevoir le professeur Nicolas Menevaux, professeur et chef de service de cardiologie au CHU de Besançon. Bonjour Nicolas. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous. Donc, ce septième épisode est consacré au C de la stratégie ABCD, dépistage et comment gérer les comorbidités, notamment la coronaropathie chez les patients atteints de la fibrillation atriale. Donc, les objectifs du programme, ils sont les suivants. Tout d'abord, c'est connaître ces comorbidités pour éventuellement essayer de les prendre en charge. Ensuite, on fera un petit focus sur la coronaropathie, donc les cardiopathies ischémiques chez ces patients porteurs de FA. Et enfin, comment gérer au mieux les médicaments et notamment les antithrombotiques chez ces patients en évaluant au mieux le risque ischémique et le risque thrombotique. Et nous allons commencer avec la première question, Nicolas. Quelles sont ces comorbidités à rechercher? Quelles sont ces comorbidités modifiables d'après les recommandations de l'ESC chez ces patients atteints de fibrillation atriale? Merci Guillaume pour l'introduction. Donc, effectivement, la prévalence de la fibrillation atriale chez l'adulte, elle est estimée actuellement entre 2 et 4 et on s'attend à ce qu'elle soit multipliée par 2, voire 3 au cours des années à venir, en raison de l'allongement de la durée de vie de la population générale et de l'intensification de la recherche systématique de FA non diagnostiqués. L'augmentation de l'âge est un facteur de risque très important, mais le poids des autres comorbidités, notamment l'hypertension, le diabète, l'insuffisance cardiaque, la maladie coronarienne, l'insuffisance rénale chronique, l'obésité, l'apnée du sommeil sont des éléments à prendre en considération. Et il est d'autant plus important de les connaître, ces comorbidités, ces facteurs de risque modifiables, qu'une intervention précoce et un contrôle de ces facteurs de risque modifiables pourraient réduire le nombre de cas de fibrillation atriale dans l'avenir. Donc, nombreuses comorbidités à dépister, c'est un petit peu finalement ce petit côté interniste qui est un peu entre chaque cardiologue. Mais spécifiquement, donc aujourd'hui, le focus sur la coronaropathie. Donc, quelles sont ces problématiques spécifiques liées à la prise en charge de la cardiopathie ischémique dans ce contexte donc, de fibrillation atriale? La problématique, elle est surtout d'ordre thérapeutique, c'est-à-dire qu'on sait que dans le cadre de la fibrillation atriale, le traitement anticoagulant, quel qu'il soit, fait mieux que la bithérapie antiagrégante plaquettaire à prévenir les accidents thromboemboliques. Et qu'à l'inverse, dans le cadre du patient coronarien, en particulier soumis à une angioplastie, eh bien, la bithérapie antiagrégante plaquettaire fait mieux que les anticoagulants à prévenir les thromboses de stent. Et dans ce contexte-là, eh bien, jusqu'à un passé récent, on était amené à proposer systématiquement et pour une durée prolongée une trithérapie antithrombotique associant 2 antiagrégants et un anticoagulant. La suivante. Le problème, eh bien, vous le connaissez, c'est que cette trithérapie antithrombotique, elle est associée à un surrisque hémorragique doublé, voire triplé, au cours des 3 premiers mois. La suivante, et que eh bien, ce surrisque hémorragique, il est systématiquement associé à une surmortalité. On sait que les patients soumis à une angioplastie coronaire qui saignent ont un risque multiplié par 3 pratiquement de décéder. Les mécanismes, on les connaît. Dans la majorité des cas, ce sont des transfusions de produits labiles sanguins, mais également le fait qu'on soit amené à interrompre de façon souvent abusive les traitements antithrombotiques chez des patients à haut risque, en particulier ceux qui viennent de faire l'objet d'un geste d'angioplastie. Et ça, on le sait, c'est associé à un surrisque de mortalité. Alors, j'ai une question, c'est quelles sont les stratégies finalement en pratique? Alors, ça fait un bon lien avec la suite de la présentation. Alors, des stratégies, il y en a beaucoup. Vous voyez que sur cette diapositive, c'est une diapositive qui est issue d'un papier qui a été publié il y a quelques temps, qui montre que si vous tenez compte des différentes molécules antiagrégantes plaquettaires, des différentes posologies possibles, des différentes associations, et puis de la durée variable d'une association par rapport à l'autre, eh bien, on peut monter au cours des 6 à 12 premiers mois à 3 millions possibles de combinaisons différentes à proposer à nos patients. Alors, fort heureusement, la suivante, s'il vous plaît, on a des études qui nous ont permis dans le passé d'y voir un petit peu plus clair. Et en premier lieu, on sait par exemple qu'il faut impérativement s'affranchir des inhibiteurs des P2Y12 les plus récents et les plus puissants que sont le ticagrelor et le prasugrel, que le fait d'intégrer ces molécules à une trithérapie antithrombotique est associé à un surrisque hémorragique majeur, en particulier on multiplie par 4 le risque de complications hémorragiques dès lors qu'on introduit
ticagrelor ou prasugrel dans une triple association antithrombotique. Et les recommandations de la Société européenne, la suivante s'il vous plaît, ont intégré effectivement depuis déjà 4 ans le fait qu'il faille s'affranchir de ces molécules dans une triple association antithrombotique. La suivante. La deuxième information que l'on ait pu obtenir au cours des dernières années, c'est que chez certains patients, en particulier ceux ayant un risque ischémique ou thrombotique relativement bas, il était possible de s'affranchir d'emblée de l'aspirine. Et ça, c'est l'étude Wust qui l'a montré. Alors, l'étude Wust, elle a été l'objet de nombreuses critiques méthodologiques, mais il faut lui reconnaître le mérite quand même d'avoir montré très tôt que chez les patients à bas risque, on pouvait s'affranchir d'emblée de la bithérapie et qu'une association clopidogrel antivitamine K permettait de réduire le taux de complications hémorragiques de plus de 60%, sans pour autant gréver le pronostic du patient d'un surrisque ischémique ou thrombotique. Et vous voyez que dans l'étude Wust, on avait plutôt un petit peu moins de décès, un petit peu moins d'infarctus, un petit peu moins d'AVC, même si cette différence n'était pas significative. La suivante. La troisième stratégie, enfin, qui a été évaluée, c'est le fait de raccourcir la durée éventuelle de la trithérapie antithrombotique. Et ça, c'est l'étude ISAR Triple qui s'est attachée à montrer que de réduire la trithérapie de 6 mois à 6 semaines permettait là encore de réduire le taux de complications hémorragiques de façon très significative, avec sans surrisque, en faveur, qui grève le pronostic en termes d'événements ischémiques ou thrombotiques. Donc, vous voyez que là encore, on a affaire à des patients ciblés, plutôt à bas risque ischémique ou thrombotique, mais le fait de réduire la durée de la trithérapie a permis indiscutablement de réduire le risque hémorragique sans pénaliser le patient en termes de risque ischémique ou thrombotique. Alors, toutes ces données, elles apportent beaucoup, notamment par rapport aux nouvelles molécules. Alors, difficile de ne pas évoquer la place des nouvelles molécules anticoagulantes comme les AOD, quelles sont finalement leurs places parmi toutes ces stratégies antithrombotiques? Alors, les AOD, ils ont effectivement un petit peu rebattu les cartes et les différentes stratégies dont on vient de parler, c'est-à-dire s'affranchir des derniers inhibiteurs des P2Y12, s'affranchir précocement de l'aspirine ou raccourcir la durée de la trithérapie, ces différentes stratégies, elles ont été réévaluées avec ces nouvelles molécules dans 4 études pivots qui ont été conduites avec les 4 AOD qu'on utilise aujourd'hui. Enfin, en France, on n'en utilise que 3 au demeurant. Alors, Pioneer a évalué le rivaroxaban, Ridual le dabigatran. Dans Pioneer, vous le voyez, 2 stratégies étaient comparées à la trithérapie conventionnelle. D'une part, une stratégie qui était inspirée de l'étude Wust, avec le Riva à la posologie de 15 mg, plus un inhibiteur des P2Y12, du clopido dans la majorité des cas, ou une stratégie plutôt basée sur l'étude Atlas, qui utilisait le rivaroxaban à des posologies très faibles, mais 2 fois par jour, en plus d'une bithérapie. Puis dans Ridual, on a choisi une stratégie qui était uniquement inspirée de l'étude Wust, avec une bithérapie, mais ce qui variait, c'était la posologie du dabigatran, soit 110 2 fois par jour, soit 150 2 fois par jour. La suivante. Dans Pioneer, on a observé, dans les 2 groupes traités par rivaroxaban, une réduction de 60% des complications hémorragiques et, là encore, pas de signal en faveur d'un surrisque en termes de décès cardiovasculaire, d'infarctus ou d'AVC, donc pas de surrisque ischémique ou thrombotique. La suivante. Si on se focalise justement sur les événements d'ordre ischémique ou thrombotique, ben vous voyez que, quel que soit le groupe de patients traités par rivaroxaban, on a un taux d'AVC, un taux d'infarctus, un taux de thrombose de stent qui est tout à fait superposable et comparable à celui qui est observé dans le groupe témoin associant antivitamine K et une bithérapie antiagrégante plaquettaire. Donc, dans ce contexte-là, on peut dire que Pioneer a montré qu'il y avait une certaine sécurité d'emploi à utiliser le rivaroxaban en bi- ou en trithérapie comparé à la trithérapie conventionnelle. La suivante. Ridual a montré des résultats qui sont à peu de choses près superposables. Alors, vous voyez que la réduction du risque hémorragique dans le groupe traité à la posologie la plus faible dabigatran est majeure. C'est 50% de la réduction du risque de complications hémorragiques contre 30%
de réduction du risque hémorragique dans le groupe traité par le dabigatran à la posologie la plus élevée, 152 fois par jour, en association à l'inhibiteur des P2Y12. La suivante. La petite différence qui est apparue dans Ridual, c'est la mise en évidence d'un signal en faveur d'un petit peu plus d'événements ischémiques dans le groupe traité à la posologie la plus faible de dabigatran, associé à l'inhibiteur du P2Y12. Je vous rappelle que dans cette étude, les deux groupes évalués ne recevaient pas d'aspirine, et on voit que dans Ridual, on a un signal en faveur de un petit peu plus de thrombose de stent chez les patients ayant reçu le DABI à la posologie la plus faible en association au clopidogrel. Ce signal-là n'est pas observé dans le groupe traité par le dabigatran à la posologie la plus élevée, même si le taux d'événement en termes de valeur absolue est relativement faible, on a un vrai signal qui montre que chez certains patients, il est peut-être compliqué de s'affranchir d'emblée de l'aspirine. Alors, la question, elle est toute trouvée. Est-ce que ces deux études dont on parle, elles répondent à cette question finalement? Est-ce qu'on peut vraiment s'affranchir de l'aspirine, oui ou non? Sachant qu'on sait qu'en prévention secondaire, l'aspirine de plus en plus elle perd du terrain. Donc d'après les données récentes, est-ce qu'on peut vraiment s'affranchir ou non de l'aspirine? Alors, c'est une bonne question parce que c'est un petit peu ce qu'on avait cru à l'issue des deux premières études pivots, que sont donc Pionnier et Ridual, dont je viens de vous parler. Le problème, c'est qu'aucune de ces deux études n'avait été dessinée et n'avait la puissance statistique pour répondre particulièrement à la question de savoir si on pouvait ou non s'affranchir de l'aspirine. Et on était incapable de dire, à la lumière des résultats de Ridual et de Pionnier, si la réduction des complications hémorragiques observées était liée aux AOD ou au fait que l'on se soit affranchi de l'aspirine. Et pour répondre à cette question, l'étude Augustus a inclus un petit peu plus de malades et a proposé un design méthodologique qui incluait un plan factoriel permettant une double randomisation. La première randomisation comparait l'apixaban pleine dose aux antivitamines K. La deuxième randomisation comparait l'aspirine au placebo afin de répondre et de faire le distinguo entre l'effet propre aux AOD et l'effet propre à l'aspirine. Encore une fois, chez les patients en fibrillation atriale avec un syndrome coronaire aigu ou soumis à une angioplastie. La suivante, vous avez les résultats de cette double randomisation sur l'écran. Comparé aux antivitamines K, l'apixaban est associé à une réduction de l'ordre de 30% des complications hémorragiques tout venant. Et comparé au placebo, le fait de prendre de l'aspirine est associé à un surrisque de complications hémorragiques pratiquement doublé. Vous voyez qu'on on augmente le risque de complications hémorragiques de 90% dès lors qu'on associe l'aspirine à un anticoagulant quel qu'il soit et à un inhibiteur des P2Y12. La suivante. Alors, qu'en est-il du signal observé dans Ridual dans le groupe des patients traités à la posologie la plus faible de dabigatran? On retrouve effectivement dans Augustus un signal, comme dans Ridual, ce signal en faveur d'un risque accru de thrombose de stent lorsqu'on s'affranchit précocement de l'aspirine. Ce signal n'est pas statistiquement significatif, simplement parce que la taille de l'échantillon ne permet pas de conclure. Et puis, si on se place sous un angle qui se veut très pragmatique, vous voyez que au final, le nombre de patients à traiter par aspirine pour éviter une thrombose de stent, il est de 222 à l'échéance de 6 mois. Et ce chiffre-là est à mettre en perspective avec le nombre de patients à traiter par aspirine pour générer une complication hémorragique grave qui est de 41. Donc vous voyez qu'on a un déséquilibre et que la balance penche très sensiblement en faveur de la réduction du risque de complications hémorragiques comparé au risque de thrombose de stent éventuelle à s'affranchir précocement de l'aspirine. Mais Augustus, comme Ridual, nous envoie ce signal dont on ne peut pas ne pas tenir compte chez les patients que l'on va estimer à haut risque thrombotique ou ischémique. Ces résultats d'Augustus, on en avait déjà parlé, c'est vrai que c'est des résultats qui sont très impressionnants, mais est-ce qu'on peut dire que c'est confirmé par le reste de la littérature? Est-ce qu'on a finalement des résultats qui sont superposables? Et si oui, dans quel sens ils vont par rapport à d'éventuelles méta-analyses?
Alors, si on met un petit peu effectivement en perspective l'ensemble des résultats des 3 études pivots dont je vous ai parlé il y a quelques instants, bien, on va dire qu'on a 3 messages clés à retenir. Le premier de ces messages clés, c'est que les AOD sont associés à une réduction du risque hémorragique, quel qu'il soit, de 35 à 40% par rapport aux antivitamines K chez ces patients coronariens en fibrillation atriale qui, de toute façon, vont avoir 1 ou 2 antiagrégants plaquettaires. Donc, les AOD sont à privilégier en première intention. La suivante. Le deuxième signal, c'est que les stratégies basées sur une bithérapie antithrombotique, donc un anticoagulant et un inhibiteur des P2Y12 dans la majorité des cas du clopidogrel, cette stratégie de bithérapie, c'est, là encore, 35 à 40% de réduction des complications hémorragiques par rapport à une stratégie de trithérapie associant aspirine, un inhibiteur des P2Y12, le clopidogrel pour ne pas le nommer dans la majorité des cas, et un anticoagulant, AOD ou antivitamine. La suivante, le troisième signal, il est double, c'est que d'une part, les AOD comparés aux antivitamines K ne sont pas associés à un surrisque d'infarctus ou de thrombose de stent. Mais que, en revanche, la bithérapie antithrombotique, qui s'affranchit très précocement de l'aspirine, est associée à un surrisque de thrombose de stent comparé à la trithérapie conventionnelle et qui doit amener à être extrêmement vigilant chez les patients que l'on aura identifiés comme étant des patients à haut risque ischémique ou thrombotique. On comprend un petit peu la facilité. Donc, il y a une question que je pense qui se pose bien dans le chat et qui se pose bien par rapport à nos remarques. C'est est-ce qu'on peut arriver à bien identifier finalement des patients chez qui la trithérapie peut avoir un intérêt pour être prolongée et finalement, quel est le regard des recommandations par rapport à cette identification des patients à haut risque ischémique? Alors, c'est effectivement une bonne question et c'est bien là tout le problème. C'est-à-dire que on peut considérer, et c'est ce qu'ont fait les conférences de consensus nord-américaines publiées assez précocement en 2018, on peut considérer que la stratégie par défaut qui prévaut en quelque sorte, c'est la bithérapie très précoce. Et quand on dit très précoce, ça veut dire en règle générale dans l'environnement immédiat du geste d'angioplastie ou de l'infarctus. On considère quelques jours, le temps de la durée de l'hospitalisation, voire une semaine au décours d'un syndrome coronaire aigu. On peut, dans la majorité des cas, considérer que le patient peut sortir avec une bithérapie antithrombotique associant un inhibiteur des P2Y12 et un traitement anticoagulant. Il faut privilégier les AOD dans ce type d'association. Il faut privilégier le clopidogrel. Et ce qui a été identifié, c'est que si pour une raison ou pour une autre, l'opérateur considère que le risque thrombotique est important, alors on a différentes stratégies possibles alternatives. La première étant de prolonger la durée de la trithérapie pendant 1 mois, parfois plus, en fonction du risque hémorragique du patient, en sachant qu'au-delà de 1 ou 3 mois, on va repartir sur une stratégie avec une bithérapie pendant 12 mois. Et au-delà de ces 12 mois, en l'absence d'événements ischémiques ou thrombotiques, si le patient n'est pas plus à risque que ça, on peut, dans certains cas, s'affranchir définitivement de tout antiagrégant plaquettaire. Puis à l'inverse, si le patient est à haut risque hémorragique, eh bien, on va même raccourcir la durée de la bithérapie antithrombotique de 12 à 6 mois. Alors, il est des situations qu'il faut connaître dans lesquelles on peut intégrer le ticagrelor ou le prasugrel si l'opérateur considère que le risque thrombotique est très important. Mais dans ce contexte-là, comme j'ai pu le dire au début du topo, très clairement, on doit s'affranchir de l'aspirine, ces 2 molécules ne pouvant être associées à une trithérapie. La suivante, les recommandations européennes n'ont fait effectivement à la fin que copier ces recommandations nord-américaines et 2 ans plus tard valident complètement cette stratégie, bithérapie comme étant une stratégie par défaut très précoce et pour la majorité des patients, trithérapie prolongée 1 à 3 ou 6 mois en fonction du profil de risque ischémique ou thrombotique du patient et la bithérapie peut être raccourcie 6 mois si jamais on considère que le patient a un risque hémorragique qui prévaut au premier plan. On a fait un tour des recommandations, on a fait un tour aussi des guidelines. Souvent, vos retours, c'est qu'il manque un petit peu des cas cliniques, il manque un petit peu des cas pratiques.
Donc, on va illustrer cette fin de présentation par un petit cas clinique prêté par Nicolas. Merci beaucoup. Donc, c'est une dame qui fait de la FA, prise en charge pour un ST+ inférieur, avec un VG à 50%, avec une petite akinésie inférieure. Au niveau du terrain, de la fibrillation atriale, mais juste de l'hypertension, bêta-bloquant, AOD et inhibiteur calcique. Une angioplastie qui se passe dans de bonnes conditions sur le deuxième segment de la coronaire droite. Elle reste hospitalisée que 3 jours. La biologie, pas d'insuffisance rénale particulière, pas d'anémie. Donc, quel est le traitement antithrombotique, finalement, au regard de tout ce qu'on vient de se dire ensemble, cette patiente qui est un petit peu de la patiente, finalement, de tous les jours? Alors, c'est effectivement toute la réflexion. Alors, on est, vous l'aurez noté, hein, c'est volontairement un cas clinique super pratique et pragmatique. C'est vraiment le cas clinique tel qu'on l'a quotidiennement dans notre pratique hospitalière. Vous voyez que si on met en perspective le risque hémorragique et le risque thrombotique, finalement, la balance penche plutôt chez cette patiente en faveur d'un risque hémorragique un petit peu plus important. Elle est âgée, elle est hypertendue et elle a une association de traitement antithrombotique. Le risque thrombotique ou ischémique, il peut être évalué de façon empirique ou sur la base de scores, mais vous avez ce que nous proposent les recommandations de la Société européenne sur cette diapositive, la prise en considération de comorbidités, c'est-à-dire l'existence d'un diabète, d'une insuffisance rénale, le fait qu'il s'agisse d'un syndrome coronaire aigu, et puis naturellement les critères anatomiques et angiographiques, le caractère pluritronculaire, la complexité des lésions abordées, la longueur de stent, autant d'éléments qui sont des éléments que seul l'angioplasticien va pouvoir connaître et dont il devra informer ses correspondants. Chez cette patiente, le seul risque thrombotique ou ischémique, il est lié au fait qu'elle ait fait un syndrome coronaire aigu d'évolution très simple. Elle a une atteinte monotronculaire, un seul stent. Donc, on va dire qu'elle a un risque thrombotique et ischémique qui est relativement modeste. Et la suivante, dans ce contexte-là, on peut considérer que si le risque thrombotique prévaut pendant les jours qui suivent la procédure d'angioplastie, vous voyez que le risque hémorragique, lui, qui va tenir compte des comorbidités de la patiente, il va perdurer au long cours. Et l'option qui a été prise chez cette patiente-là, la suivante, eh bien, c'est celle des recommandations, c'est-à-dire qu'on a pris l'option d'un traitement AOD associé à un inhibiteur des P2Y12 dès la sortie de l'hospitalisation, compte tenu du fait qu'elle était âgée, qu'elle avait une association d'antithrombotique et que cela, mis en perspective avec son risque ischémique modeste, nous permettait de nous affranchir très précocement du traitement par aspirine. Je pense que ce cas vraiment bien l'importance d'évaluer au quotidien nos patients avec le côté ischémique et hémorragique. C'est pas si évident quand au premier abord de se dire qu'elle avait un risque hémorragique plus élevé qu'un risque ischémique. Une question dans cette même réflexion. Qu'est-ce que vous pensez donc des posologies réduites d'AOD en cas de trithérapie pour réduire le risque hémorragique? Alors, c'est une excellente question. La réponse n'est pas tout à fait univoque. C'est-à-dire que, globalement, il faut suivre les RCP des molécules. Donc, vous savez que les RCP des molécules sont différentes d'une molécule à l'autre et que, pour certaines d'entre elles, on va recommander de réduire la posologie dès lors qu'il y a une association avec des antithrombotiques. Ça n'est pas le cas de tous les AOD. La deuxième information qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, globalement, ce point a été souligné par les dernières recommandations de la Société européenne et qu'en règle générale, il faut privilégier les doses d'anticoagulants qui se sont montrées efficaces dans la prévention des complications thromboemboliques de la fibrillation atriale. C'est-à-dire que dans Augustus, on recommandait d'utiliser la posologie pleine dose de l'apixaban, c'est-à-dire 5 mg 2 fois par jour. Dans Ridual avec le dabigatran, vous avez vu que le signal ischémique ou thrombotique est apparu avec des posologies de l'ordre de 110 mg 2 fois par jour et qu'on a tendance à privilégier la posologie la plus élevée, mais tenir compte quand même du risque hémorragique. Et puis pour le rivaroxaban, vous aurez noté que dans Pionir, la posologie qui a été évaluée avec le rivaroxaban était de 15 mg par jour, qui n'a jamais été évaluée en termes de prévention des complications thromboemboliques dans la fibrillation atriale. Et les recommandations de la Société européenne se sont positionnées de façon générique en disant que, dans la mesure du possible, il fallait utiliser les AOD à pleine dose plutôt qu'à dose réduite, tout en tenant compte des RCP des molécules.
et du risque hémorragique et des recommandations liées à chacune de ces molécules. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair, parce que c'est un point qui est vraiment important, mais globalement, pour résumer, on essaie dans la mesure du possible d'utiliser les AOD pleine dose. Il y a des situations pour lesquelles on est amené à réduire la posologie, et pour ce faire, il faut suivre les RCP des molécules. C'est d'autant plus un message fort qu'on sait qu'en données de vraie vie, même chez les patients sous monothérapie anticoagulante, les doses sont parfois un peu trop basses et un peu sous-prescrites. Donc c'est un message important, ne faisons pas courir un risque hémorragique à nos patients avec l'absence du bénéfice de protection antithrombotique. Dans cette même réflexion, donc on a vu que la trithérapie, donc la durée, c'est un petit peu à la carte, en discussion avec l'angioplasticien, puis aussi les personnes qui ont pris en charge la phase aiguë. Quelle est l'indication de la durée de bithérapie et est-elle la même en fonction de tous les syndromes coronariens, aigus quels qu'ils soient? Oui, alors on va dire que oui, à peu de choses près, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous prenez les recommandations de la Société européenne sur les syndromes coronaires aigus, et comparé aux dernières recommandations sur les syndromes coronaires chroniques, il n'y a pas de modification majeure pour la bonne raison que dans la majorité des cas, aujourd'hui, on sait que les stents de dernière génération que l'on utilise sont des stents qui sont plutôt moins thrombogènes que ne l'étaient même les stents nuls, les BMS, et que donc la problématique ne se pose pas par rapport à la nature même du stent, et que ce qui est recommandé dans les syndromes coronaires aigus s'applique tout à fait au syndrome coronaire chronique, c'est-à-dire que la stratégie par défaut qui prévaut, c'est une bithérapie d'emblée, mais qu'il y ait des situations en particulier liées à certaines formes anatomiques de lésions, de complexité de lésions abordées, qui vont justifier, même dans le cadre d'un syndrome coronaire chronique, de prolonger la trithérapie au-delà d'une semaine, parfois même au-delà d'un mois, même en dehors d'un contexte de syndrome coronaire aigu. Ok, donc bithérapie finalement relativement fixe, alors que trithérapie un peu à la carte. Absolument. Alors, beaucoup de questions sur le syndrome coronarien aigu et un peu sa gestion un petit peu en phase aiguë aux soins intensifs. L'AFA, finalement, si on défocus un peu, est-ce que c'est en elle-même un facteur de mauvais pronostic pour nos patients atteints d'un syndrome coronarien aigu? Alors, c'est un facteur de mauvais pronostic après un syndrome coronarien. Elle a deux impacts pronostiques. L'AFA est un facteur de mauvais pronostic parce qu'elle témoigne le plus souvent d'une atteinte myocardique plus importante à la phase aiguë d'un infarctus. Et il en découle une information importante qui répond en partie ou qui découle de la question posée, c'est que un patient qui fait une fibrillation atriale dans l'environnement d'un syndrome coronaire aigu est un patient qui a un risque accru, même si cette fibrillation atriale est paroxystique et temporaire, c'est un patient qui a un risque accru de développer une fibrillation atriale dans les suites, et qu'à ce titre, il est justifié chez lui d'instaurer un traitement anticoagulant sur les mêmes critères qu'un patient qui aurait fait une fibrillation atriale en dehors de tout contexte de syndrome coronaire aigu. C'est-à-dire qu'il faut la traiter exactement comme une autre fibrillation atriale. Mais oui, ça a un impact péjoratif au long cours. D'accord, donc la FA ischémique de phase aiguë, donc à anticoaguler, donc pas de holter forcément à distance. Non. On considère qu'il y a tout le pattern finalement de la fibrillation atriale déjà présent. C'est intéressant. On parle d'une EFA qui fait plus que 30 secondes. Hein. C'est un élément important. Une EFA qui dure plus que 30 secondes, oui. En cas de syndrome coronarien aigu, faut-il arrêter les AOD pendant la phase aiguë? Touchy. Alors, c'est super touchy. Alors, je vous invite à prendre connaissance d'un document qui a été publié dans le JACC il y a quelques mois et qui essaie de résumer toutes les situations. C'est une conférence de consensus nord-américaine qui résume toutes ces situations-là très pratiques dans laquelle cette situation-là est évoquée. La position des Américains, je pense, est différente de la position des Européens. Si on parle d'un patient qui vient à l'hôpital, traité par un AOD ou un anticoagulant, qui vient et qui est pris en charge pour un syndrome coronaire aigu, faut-il ou non arrêter les anticoagulants oraux? La position pragmatique en Europe et en France en particulier, c'est de ne pas arrêter, de proposer une angioplastie, de faire un bolus d'héparine et de maintenir le traitement anticoagulant secondairement. Les Américains, sans distinguer le ST- du ST+, recommandent d'arrêter les AOD pendant la phase aiguë.
Alors, vous conviendrez avec moi qu'arrêter les AOD en amont d'un de ST+, c'est un petit peu difficile. Et je trouve que de façon pragmatique, ce n'est pas très justifié. Donc, on voit que là, sur ce point-là, il faut remercier l'audience qui a posé cette question-là. Il y a probablement une discordance entre la position européenne et la position nord-américaine. Les Nord-Américains recommandent d'interrompre les anticoagulants, quelle que soit leur nature. En Europe et en France en particulier, on a tendance effectivement à maintenir le traitement anticoagulant, à faire un bolus d'héparine non fractionné dont l'efficacité va durer quelques heures et à maintenir le traitement secondairement tel qu'il était à l'entrée du patient dans le service. Encore des questions, il reste un petit peu de temps, donc j'en profite. Si une chirurgie est indiquée chez un patient sous bithérapie antithrombotique type AOD et clopi, donc on a bien compris que c'était plutôt le clopidogrel associé comme antiagrégant, au bout de combien de temps on peut arrêter la bithérapie avant d'autoriser l'acte? Alors, si la situation clinique le permet, idéalement, il faut attendre un mois. Vous avez compris, je vous ai montré sur une diapositive que le risque thrombotique et ischémique, il était important pendant un mois. Au-delà, honnêtement, il est extrêmement modeste. En règle générale, on considère que ce mois, ces 4 semaines, sont à privilégier et c'est ce qu'il faut demander. Il est des situations où c'est impossible parce qu'on est dans un caractère d'urgence et là, on fait au cas par cas. Mais on sait très honnêtement qu'au bout d'1 semaine à 2 semaines, le risque thrombotique est déjà très significativement réduit. Donc, vous pouvez, d'une certaine manière, à moins d'une situation exceptionnelle, d'un stent sur le tronc commun ou sur une IVA restante, autoriser dans certains cas, si la chirurgie le justifie, d'interrompre après 1 à 2 semaines. Mais dans la majorité des cas, le message qu'on doit transmettre à nos correspondants, c'est 1 mois incompressible. D'accord. Donc toutes les chirurgies urologiques notamment, on se dit 1 mois, donc ça a quand même pas mal évolué ces dernières années quand même. Donc c'est quand même un message assez clair et positif. Ça veut dire que ça rajoute quand même un peu de flexibilité grâce finalement à l'évolution de la technique et des stents qui nous permettent quand même de raccourcir ces doses antithrombotiques. Dernière question, puis on va bientôt conclure, puis merci aussi pour vos messages de remerciements. À quelle étape clé post-revascularisation faut-il réévaluer? Finalement, est-ce que vous avez une systématique pour réévaluer ce traitement antithrombotique? On a vu que c'est très important de réévaluer le traitement antithrombotique dans le suivi de nos patients. Et est-ce qu'il y a des étapes à un moment un peu clés, notamment par rapport à la symptomatologie ou même par rapport au délai pour réévaluer la balance bénéfice-risque? Alors, c'est là encore une très bonne question parce que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la première des étapes, c'est le fait que l'angioplasticien doit, dans le courrier de sortie, sur l'ordonnance de sortie, préciser ce qu'il considère comme devant être la stratégie antithrombotique pour les 12 mois qui viennent. Ça, c'est fondamental. Il va dire, voilà, écoutez, c'est une lésion complexe, il faut maintenir 1 mois de trithérapie et parfois même indiquer d'emblée que, dans la mesure du possible, il faudra maintenir une bithérapie au-delà d'1 an. Ça, c'est un élément important. Donc, la première information, c'est celle-là. Et puis ensuite, bien sûr, réévaluer le patient à intervalles réguliers, j'ai envie de dire à 1 ou 3 mois, parce que c'est à ce moment-là qu'on voit s'il a bien intégré ce qu'on lui disait, dans le cas en particulier où le patient va sortir avec une trithérapie pour 1 mois, et puis bien sûr à 1 an, parce qu'à chaque fois, on va évaluer le rapport bénéfice-risque. Y a-t-il des événements qui sont intervenus? Comment a-t-il toléré le traitement? A-t-il présenté des complications ischémiques ou des complications hémorragiques qui sont autant d'éléments qui sont susceptibles de modifier la stratégie initiale. Donc, il faut revoir le patient au cours de la première année et puis naturellement avoir une stratégie qui soit définie très tôt, dès la sortie de l'hôpital, sur laquelle s'appuyer dans tous les cas. C'est un message très pragmatique et puis qui permet d'avoir des idées très claires. Le temps passe vite, on va aller vers les messages clés pour la pratique, les messages clés de ce webinaire. Donc, ce qu'on retiendra, donc quel traitement anticoagulant, donc on l'a bien compris, les AOD donc, doivent être préférés aux AVK, sauf contre-indication, bien sûr. En termes d'antiagrégants, quel inhibiteur P2Y12, donc plutôt le clopidogrel, favorisé, toutes les données vont dans ce sens. Pour quand et pour qui, donc la bithérapie dès la sortie de l'hospitalisation, donc à part certains patients donc à très haut risque, notamment avec discussion avec l'angioplasticien.
Il n'y a que très peu de patients à très haut risque ischémique avec un bas risque hémorragique chez qui on peut faire une trithérapie un peu longue, mais sinon trithérapie seulement pendant l'hospitalisation et bithérapie de 1 an. On a vu que ça, pour le coup, le 1 an, il n'est pas trop modulable. Enfin, on a vu que les patients, s'ils ont l'indication d'être opérés, ils peuvent être opérés dès 1 mois avec arrêt des traitements antithrombotiques juste transitoirement. Et enfin, la stratégie doit être figurée, donc exiger que ça figure bien dans le courrier de sortie d'hospitalisation et éventuellement revoir le patient à 1 mois avec un courrier clair sur le pourquoi et le comment de cette stratégie antithrombotique. Un tout petit commentaire, Guillaume, si tu me permets, par rapport à l'interruption du traitement antithrombotique du patient qui va être opéré. Il faut quand même essayer de demander à ce que le patient puisse être opéré sous aspirine. Ça, c'est quand même une chose qu'on essaie de demander dans la majorité des cas. Souvent techniquement, d'autant plus techniquement, que ce soit pour les dents avec les chirurgiens oraux ou les patients, les chirurgiens uraux ont l'habitude de maintenir ces traitements antiagrégants. Donc si ce n'est pas le cas, il faut pas hésiter à aller vers des chirurgiens experts qui peuvent opérer dans des conditions plus difficiles. Tout à fait. Merci Nicolas, merci de cette interactivité. Je pense que ça a été super apprécié. Moi, personnellement, j'ai appris plein de choses, comme d'habitude. Merci d'avoir préparé et apporté tous ces messages clés donc, pour ce 5e épisode de la SFC répond à vos questions à propos des recommandations de l'ESC sur la fibrillation atriale. Rendez-vous donc le jeudi 30 septembre 2020. Donc, on vous souhaite un très bon été pour le 6e épisode avec le professeur Choukroun et le professeur Ariel Cohen pour un épisode consacré à l'insuffisance rénale, donc une comorbidité assez fréquente. Je voudrais remercier Bayer pour son soutien institutionnel et merci à vous tous d'avoir suivi et participé grandement à ce webinaire avec toutes vos questions. Merci à tous et à très bientôt sur Cardio Online.